Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur des riches bourgs? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers. Et ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Derichebourg, ici, c'est une compagnie qu'on a déjà eu étudiée au mois de mars 2022. Ok, donc au mois de mars 2022, ici, le prix était à 9,62 €. Et voilà, selon les hypothèses qu'on avait prises, pour moi, c'était juste bof, rien d'exceptionnel. Et voilà, c'était une entreprise qui, au mieux, pouvait aller entre 12 et 14 € ici, mais de préférence à 12 €. C'était le premier objectif. Donc, l'acheter à 10 €, à 9 €, 10 € ici, c'est pas exceptionnel. Et en plus de cela, quand vous investissez, il faut vous garder une marge de sécurité. Donc, ça pourrait être une entreprise qui allait nous intéresser aux alentours des 6 € par là. Donc, on a les résultats semestriels ici. Et quand on regarde un peu ces résultats-là, on va essayer de les survoler ici, juste pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des bonnes informations, comme également il y a des informations qui me laissent un peu comme qu'est-ce qu'on fait là, d'accord? Donc il y a vraiment des informations qui c'est un peu intriguant pour moi. Et vous allez voir de quoi je parle précisément. Et bon, on va faire un tour d'horizon présentement. On va essayer de voir à peu près qu'est-ce qu'on a fait au premier semestre ici. Après, on ira faire une évaluation rapide ici par rapport aux éléments qu'on a. OK? Donc, on y va. Alors, augmentation de 60% du résultat net net semestriel à 117 millions d'euros ici. Donc, ok, ça c'est bien, 117 millions d'euros, c'est correct. Donc, quand vous faites ça par rapport au chiffre d'affaires, ça vous donne le 4% ici. Donc, le plus important, c'est de savoir que les marges actuelles, le résultat net actuel ici, nous permet de garder les marges de 4% qu'on avait précédemment. Ok, donc maintenant, il faut savoir, au niveau du résultat net, de ce résultat net-là, il a été impacté positivement par quoi? Donc, quand on lit un rapport financier, on cherche surtout un rapport trimestriel, on cherche qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, à quoi s'attendre à court terme et quel est l'état du bilan, donc au niveau de l'endettement et du cash, etc. Donc vous voyez ici que la ferraille, en termes de volume, la ferraille a augmenté, les métaux non ferreux ont également augmenté, donc le total des volumes ici est de 20% ici, donc le total de volume a augmenté, le chiffre d'affaires également a augmenté de 54%. C'est bien de savoir que le chiffre d'affaires a augmenté de 54%, mais ce qui nous intéresse, c'est pourquoi? Ok? Donc, vous allez voir ici, donnez-moi juste un instant, voilà. Donc, il y a une partie ici, donc, le conseil d'administration le 25 mai 2022, présidé par M. Daniel Derichebourg, a arrêté les comptes semestriels du 31 mars 2022. Au cours de cette séance, d'accord, le président directeur général s'est félicité de la capacité du groupe à intégrer rapidement ses acquisitions, comme le témoigne la contribution très positive des corps au résultat du semestre qui se traduit par un EBITDA pro forma sur 12 mois glissant de 559 millions d'euros. Ok, donc cette acquisition-ci a eu un impact positif sur cette compagnie-ci. Ici, ça date du mois de mai. Je n'avais même pas vérifié. Moi, je cherchais les résultats du premier semestre ici. Donc, je vais juste aller voir si on a d'autres informations ici plus récentes. Parce que ça, ce sont les informations du mois de mai. Donc, j'essaie juste de voir ici si je n'ai pas manqué d'informations entre-temps. Donc, je vais voir ici le communiqué de presse. Est-ce que ce sont les informations financières les plus récentes ici? Les prochaines informations sont en décembre. Donc, waouh! Donc, décembre et mai. Est-ce qu'ils ont publié d'autres informations après? Je ne pense pas. Alors, je pense pas. Je pense que c'est toutes les informations financières qu'on a présentement, hein, sauf s'il y a quelque chose que je n'ai pas remarqué ici. Donc, je travaille avec les informations qui ont été publiées au mois de mai. OK? Donc, on va continuer avec ces informations-là. De toutes les façons, ça nous donne une idée. Voilà, c'est le mois de mai, c'est tout ce qu'on a ici comme information. Donc, on y va. Alors, chiffre d'affaires consolidé, etc., 54% de croissance, c'est bien, mais quand on lit ici le volume de ferraille commercialisé en progression de 19,9%, cette hausse s'explique par la consolidation des volumes des corps, ok. Or, cette contribution, donc en dehors de cette contribution, donc en dehors des corps, les volumes traités par le groupe sont en recul de l'ordre de 10%. Donc, par rapport au groupe, sans prendre en considération Ecor, on a une réduction de 10% des volumes. Okay? Cette diminution des volumes sous-jacents s'explique principalement par la baisse de la production automobile dans un contexte de manque de semi-conducteurs. Donc, il faut voir, l'automobile ici a quel lien avec le service que cette compagnie-ci offre. Ça, c'est juste une question que je pose comme ça. Donc, c'est une entreprise que je connais en surface. D'accord? Donc, c'est la question qui me vient en tête présentement. Donc, le volume des métaux non ferreux commercialisés est en progression de 23%. Hors contribution des corps, la tendance des volumes est à la stabilité par rapport à l'an passé. Donc, le volume des métaux non ferreux. Il convient de noter que les prix de presque tous les métaux non ferreux
créés par le groupe ont été orientés positivement sur le semestre. Donc, il y a eu un effet prix positif ici. OK? Est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Après, le segment multiservice également se comporte bien. l'EBITDA courant ici, recyclage, vous voyez qu'augmentation de 42% également. Vous voyez qu'il y a un impact décor, etc. Donc après ça, on a une partie. Ce qui me dérange ici, c'est ça. Prise de participation minoritaire dans Elior. Elior, un peu, je pense que c'est une entreprise qui exerce dans le secteur de la restauration. Donc, je pense que c'est la restauration d'entreprise. Ils font également des cantines, ce genre de choses-là. Je pense que c'est ça. Pourquoi est-ce que Derichebourg va acheter cette compagnie, va acheter les actions de cette compagnie? Parce qu'il considère ça comme un investissement. Elle présente une réelle opportunité pour Derichebourg d'investir dans un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services jouissant d'un fort potentiel et d'une attractivité éprouvée. OK? Ça, c'est ce qu'ils disent. Hein? Donc, vous voyez également ici qu'on a acheté l'entreprise ici au prix de 5,65 €. Actuellement, je sais qu'on est à 3 €, je ne sais pas combien. Avec, ce qui me dérange également, c'est assorti d'un complément de prix éventuel pouvant aller jusqu'à 1,35 € par action. Est-ce que ça veut dire qu'on va, sous certaines conditions, on pourra rajouter 1,35 €, auquel cas le prix d'acquisition monte donc à 7 €? C'est le point d'interrogation ici. Je ne sais pas ce que ça veut dire cette partie-ci, mais il y a de grandes chances que... Est-ce que c'est la façon dont c'est écrit, c'est assorti d'un complément de prix éventuel. Complément, ça veut dire qu'on ajoute quelque chose. Donc, est-ce qu'on ajoute quelque chose par rapport aux 5,65 $? Et si c'est le cas, sans doute, ça va nous coûter un peu plus cher. D'accord? Enfin, en tant qu'actionnaire de Derichebourg, si je suis actionnaire de Derichebourg, bien sûr. Donc, Derichebourg détenait déjà 4,9% et verra ainsi sa participation portée à hauteur de 19,6% au capital d'Elior. Derichebourg s'inscrit dans une logique d'implication actionnariale de long terme et de soutien et la stratégie mise en place par le conseil d'administration d'Elior. Derichebourg n'entend pas déposer d'offres publiques sur le solde du capital d'Elior. Oui, heureusement d'ailleurs, parce que je ne vois pas le lien entre les deux entreprises. Je ne vois vraiment pas le lien et c'est ça qui m'intrigue un tout petit peu. Pourquoi est-ce qu'on va immobiliser du capital dans cette compagnie-ci? En termes d'investissement, je ne sais pas. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Je ne sais pas. Je ne connais pas le passif du PDG de cette compagnie-ci. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de très compétent ou pas. Semble-t-il que la compagnie porte son nom. Soit c'est lui le fondateur ou c'est un de ses parents, je ne sais pas. Mais dans tous les cas de figure, ce genre de transaction-ci m'intrigue un tout petit peu. Ça me donne pas... C'est plutôt un effet négatif sur moi en tant qu'investisseur. Je me pose la question de savoir quel est le but de rechercher à l'intérieur. Surtout que les explications données ici, c'est à peu près... Voilà, c'est du verbiage inutile. Moi, je dis, en tout cas, je trouve ça comme ça. Moi, je ne sais pas ce qu'on est parti chercher dans Elior. Franchement, je ne sais pas ce qu'on est parti chercher là-dedans. Je ne sais même pas ce qu'il a vu là-dedans. Donc, on continue. Perspective ici, ils disent la consommation de matières premières issues du recyclage va augmenter dans le futur, alors que la collecte peut varier, ce qui exercera une pression haussière sur le prix des ferrailles. Donc, dit que dans le futur, ils ont de l'avenir. Oui, il y a de fortes chances qu'ils aient de l'avenir dans le futur. Mais à court terme, la conjoncture économique actuelle est porteuse d'incertitudes sur la croissance à cause des événements géopolitiques qui se déroulent en Europe depuis 3 mois. Un ralentissement de l'activité économique impacterait momentanément les résultats du groupe. Marge de sécurité, c'est à ça que vous devez penser quand vous lisez ce genre de choses. Il y a des risques, comme d'habitude, à court terme. Donc, si je veux acheter cette compagnie-ci, il faut que j'inclue dans mon prix d'acquisition ce risque-là. Donc, je vais demander une décote substantielle. OK? Donc, l'augmentation de la profitabilité au second semestre par rapport à l'an passé dépendra de la capacité à répercuter aux clients ou à la base de coûts l'augmentation des salaires. Les activités liées à l'aéronautique devraient continuer à s'améliorer. Donc, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à répercuter les coûts, l'augmentation des coûts ici, ou bien l'inflation ici au niveau aux clients, ou à faire des réductions des coûts, on aura un impact négatif sur la profitabilité de l'entreprise. OK? Donc, c'est ce qui ressort à peu près de la lecture que j'ai ici. Après ça, on va regarder les tableaux, les graphiques, etc. On a une dette nette aux alentours de 629 millions ici. Donc, ce qui m'intéressait, c'était surtout de voir que la marge ici de 4% est gardée. Parce que, rappelez-vous, notre analyse ici était basée sur des éléments comme un revenu à peu près aux alentours de 3,6 milliards, un free cash flow de 4%,
4% de 3 milliards 600, ça donnait 144 millions ici, multiplié par, voilà, multiplié par 10, 15 fois les bénéfices ici, moins la dette nette, et voilà, on a à peu près quelque chose comme ça. Maintenant, la dette nette a changé. On est à près de 600 millions, donc on s'est endetté en supplément. Mais attention, le revenu également a changé. Actuellement, les analystes s'attendent à avoir à peu près 4 milliards 800. D'accord, d'ici la fin de l'année. Donc, quand on compare les deux, 4 milliards 800 d'ici la fin de l'année de possible, ok, dans un environnement normal, ok. C'est une entreprise généralement qui s'échange en moyenne à 10 fois les bénéfices. 15 fois les bénéfices, mais c'est exagéré. Mais je pense que le marché a toujours pris en considération, voilà, je pense que l'industrie dans laquelle cette entreprise opère est un peu fluctuante. Je pense que c'est une industrie qui n'est pas très stable, dans le sens où le prix de la commodité, parce qu'elle vend une commodité à la fin de la journée. Les métaux non ferreux et ferreux ici, ça dépend du prix, ça dépend d'un prix fixé par le marché. Ok, donc quand le prix fixé par le marché est élevé, le revenu est élevé. Quand le prix fixé par le marché est peu élevé, on perd également de l'argent, donc on doit s'inquiéter par rapport à nos coûts. Donc en période d'inflation ici, sans doute, les revenus sont assez élevés par rapport à ce qu'ils font. Ils ne font pas que ça. Attention, ils ont une gamme également environnementale, voilà, une gamme de multiservices, comme ça qu'ils appellent ça. Donc, parce que moi, ici, étant à Montréal, je vois souvent des camions de Derichebourg qui font des trucs de recyclage. Donc, à la fin de la journée, je pense que c'est un business model assez complet, centré sur le recyclage en tout cas. Il y a de l'avenir dans ce segment d'activité, dans ces secteurs-là. Donc, quand on regarde les états financiers maintenant, ici, par rapport aux éléments qu'on a, donc les revenus, on s'attend à peu près à des revenus aux alentours de 4 milliards 800. Comment est-ce que je sais ça? C'est en prenant en considération les attentes des analystes ici. Ok, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. En termes de marge ici, nous avons des marges à peu près de 4%. Les marges essentiellement sur les derniers mois. Pourquoi? Parce que d'habitude, cette compagnie-ci avait l'habitude d'avoir des marges aux alentours de 2,5%, 2% par là. Mais depuis au moins 2011, depuis 2021 plutôt, on tourne vers des marges, on est au niveau des marges de 4% par là. D'accord? Est-ce que c'est durable? C'est la question que je me pose. Parce que quand on regarde également sur Zone Bourse, il semble-t-il on va rester à peu près dans cette tendance-là. Plus ou moins. OK? Donc ça également, c'est savoir qu'on a pris des pincettes. Il faut prendre cela avec des pincettes. OK? Donc, quand on prend le revenu ici estimé par le management, le revenu ici est de 4 milliards 800, pas par le management, mais par les analystes, 4 milliards 800. OK? Je prends le revenu, je le mets là. OK? Croissance ici, je mets croissance zéro. Je ne vais pas me casser la tête. Je préfère acheter une compagnie qui a de la croissance sans que le prix actuel, le prix d'acquisition ne prenne en considération la croissance. Maintenant, tout ce qui va venir après, c'est que du bonus. OK? Parce que la croissance va tendre à diminuer et elle est parfois incertaine, surtout en période d'incertitude. OK? Donc ici, le free cash flow moyen, donc comme je l'ai dit, bénéfice net moyen ici, je vais prendre 4%. Je prends 4% ici, je compare les free cash flow avec les bénéfices nets, tout en sachant que les compagnies européennes, il y a cette affaire de calcul, cette affaire de la norme IFRS 16 me dérange énormément, surtout parce que ça impacte positivement les free cash flow. Donc, il faut reconstruire les free cash flow. Donc, j'ai pris en considération cela. Donc, je préfère prendre les marges nettes ici qui se rapprochent généralement des free cash flow de cette entreprise-ci, même si vous allez voir que parfois les free cash flow sont plus élevés. Mais s'ils sont plus élevés, tant mieux également. C'est que du bonus. OK? Donc, en termes de nombre d'actions ici, est-ce nous avons un nombre d'actions ici qui diminue? Nous avons à peu près 159 millions d'actions. On va mettre 160 millions d'actions ici pour ne pas se casser la tête. Donc, 160 millions d'actions. Maintenant, le PR moyen de cette compagnie ici, c'est 10 fois les bénéfices. Ici, quand vous allez constater, quand on prend le PR moyen ici, donc je ferme ça, on est à peu près à 10 fois les bénéfices. OK? Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question ici, j'espère qu'il va se reconnaître, de savoir comment est-ce que je fais remonter les free cash flow, comment est-ce que je compare par exemple, comment est-ce que je peux faire pour faire remonter ce graphique-ci qui est ici en bas, comment est-ce que je peux faire pour qu'il soit au même niveau que celui-ci. Je pense que c'était ça sa question. Alors, tu vois ici, à ce niveau-ci, il y a comme un genre de flèche, d'accord? Parce qu'il y a deux signes. Il y a le signe remove, il y a le signe merge to above. Donc, fusionner avec le haut. Donc, tu fais juste ça, boum, ça vient juste en haut. Et quand tu refais la différence, boum, ça repart en bas, ça le sépare. D'accord? Donc, ça, c'était une parenthèse. On revient sur la vidéo. Donc, maintenant, ici, c'est une entreprise qui s'échange à peu près, sur les 10 dernières années, en médiane, on s'échange à peu près à 13 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, sur les 20 dernières années, 11,8 fois les bénéfices. Et sur une période de temps assez longue, 11,8 fois les bénéfices. Alors, ici, vous allez constater qu'on s'échange entre 10 et 13 fois les bénéfices. 10 et 13 fois les bénéfices. Donc, on va faire ça. D'accord? Donc, on va mettre 10 ici. On va fermer ça. Et 13 fois les bénéfices ici.
Alors, est-ce que je peux retrouver mon... Je vais juste le remettre ici et on va le faire en calcul manuel. On met ça, on met x10 égale x13 égale. Ça veut dire à 10 fois les bénéfices et à 13 fois les bénéfices. Donc, la dette nette ici, on est aux alentours ici, selon ce logiciel, à 629 millions. Donc, on a regardé ici sur les états financiers, on est à peu près vers cette tendance-là, hein, 629 millions. Donc, on fait ici 629 millions ici. Le 200, on va le laisser de côté. On va mettre 629 millions. 629 millions. La qualité de dividende, on va y revenir. OK, j'ai tous les éléments nécessaires pour calculer, essayer d'estimer la valeur de cette compagnie ici. 4 milliards 800. Rappelez-vous, dans un environnement normal. Multiplié par 4% de marge bénéficiaire. OK, 192 millions. Multiplié ici par 10 fois les bénéfices. D'accord. Moins la dette nette de 629 millions. OK. Divisé par le nombre d'actions, on est 160 millions d'actions. OK, ça donne 8 euros. À 10 fois les bénéfices, on est à 8 euros. À 13 fois les bénéfices, combien on aura? On prend ici 4 milliards 800 multiplié par 4%. Ici, marge bénéficiaire multiplié par 13 fois les bénéfices. OK. Moins la dette nette, 629 millions. Divisé par le nombre d'actions, 160 millions. On est à 11,67 euros. Donc, on va se dire 11,67 euros. OK. Donc, au prix actuel, l'entreprise cote à 5,58 euros. OK. Donc, on va se dire qu'on a une opportunité substantielle ici. D'accord. À 10 fois les bénéfices, on aura 8 euros l'action. À 13 fois les bénéfices, on aura à peu près 11,66 euros l'action. Mais dans un environnement normal. Ça veut dire que si on va dans une période assez compliquée, il faudrait vous poser la question de savoir si cette compagnie a la capacité de souffrir. Et avoir la capacité de souffrir, c'est avoir un bilan assez solide. Maintenant, il faudrait rechercher dans les rapports financiers ou bien dans le conference call, qu'est-ce que le management prévoit faire par rapport à ce niveau d'endettement-ci. Parce qu'ici, il distribue un dividende. Le dividende ici, quand on le calcule, il représente ici, je vais prendre dividende ici, dividende per share, donc sur les 12 derniers mois ici. Alors, on est à peu près à 0,32, donc 0,32 ici, multiplié par le nombre d'actions ici, on a 160 millions d'actions. Donc, on paie à peu près 51 millions pour le dividende. Dans un environnement normal, on devrait rapporter 192 millions par an. D'accord? Si on paye 51 millions pour le dividende, on a les moyens de payer ce dividende-là. OK? Ça, c'est dans un environnement normal. Mais admettons qu'on s'en va dans une situation, dans une période assez difficile. Est-ce qu'elle a la capacité de souffrir? Ma réponse ici, je pense qu'on a la capacité de souffrir ici. D'accord? Donc, si vous êtes investisseur long terme, c'est une compagnie qui a de l'avenir. Moi, mon point d'interrogation, c'est surtout l'investissement sur Elior. Je ne sais pas ce qu'on recherche dessus, mais je pense qu'elle a les moyens de pouvoir repayer sa dette ici. D'accord? Donc, à ce prix-ci, je pense qu'on a une opportunité d'investissement plus substantielle que celle qu'on avait précédemment. Vous voyez que la patience paye toujours. Donc, si cette compagnie-ci m'intéressait, si c'était une compagnie qui m'intéressait au mois de mars, je n'allais pas l'acheter à 9 euros. Je l'avais valorisé à 12 euros maximum. J'allais l'acheter aux alentours de 6 euros par là parce que je me garde toujours 50% de marge bénéficiaire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais. Si les marges diminuent, il va falloir que j'ajuste mon calcul. Si la dette augmente comme ici, il va falloir que j'ajuste mon calcul. Si je vois que le management est en train de faire si je pense que le management est en train de faire une bêtise en achetant des actions d'Elior, il va falloir que j'ajuste mon calcul. Enfin, il va falloir que j'ajuste ma marge de sécurité. Donc, vous voyez tout ce genre de choses-là. Alors, moi, je pense ici, nous avons une opportunité d'investissement substantielle. En date d'aujourd'hui, le dividende ici versé représente 5,74%. Donc, c'est un dividende qui est assez couvert par le bénéfice net potentiel ici. D'accord? Vous remarquez ici que si cette compagnie-ci, dans un environnement normal, je répète, vous verse la totalité des free cash flow, des bénéfices nets en dividende, vous aurez 21% de rendement. D'accord? Bon, si on prend en considération cela, même si on prend en considération la dette présentement, on sera aux alentours de 10% de rendement. D'accord? Même en prenant en considération la dette, 12% de rendement. Donc, on a une opportunité d'investissement ici. Maintenant, tout va dépendre de l'exécution du management. Remboursement de la dette, c'est ce que je veux voir. Maintien des marges assez stables, même en période difficile. Si on arrive à s'autofinancer, moi, je suis déjà assez correct par rapport à ça. Dans tous les cas de figure, pour Derichebourg, ici, on va se dire que j'ai une préférence ici par rapport à la période actuelle aux 8 euros. 8 euros l'action, ça sera mon premier niveau. 11,67 €, ça sera le second niveau. OK?
Tout cela dans un environnement normal, comme j'ai dit. Donc, en date d'aujourd'hui, l'acheter à 5,58 €, vous ne surpayez pas. D'accord? Je pense qu'il y a une assez bonne marge de protection, de sécurité ici. D'accord? Donc, on a également un potentiel de croissance parce que quand je regarde bien ici, est-ce que nous avons une entreprise qui a une certaine croissance? Oui, en tout cas, sur les dernières années, en tout cas, on a une certaine croissance, mais plus une stabilité, je dirais. Donc, il faut faire attention à cette entreprise. D'accord? Pas dans le sens où c'est une mauvaise entreprise, mais faites attention à ce que le management n'a que de faire présentement. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont en train de nous amener, mais je n'aime pas ça. OK? Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo pour les Richebourg. On répète ici, 8 € l'action, premier niveau ici. Le 5,74% de dividende ici, il est safe. Donc, pour ceux qui aiment le dividende, nous avons une opportunité d'investissement ici. Maintenant, posez-moi la question de savoir est-ce qu'ils vont couper le dividende ou pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils devraient couper le dividende en période difficile? Moi, ça ne me dérangerait pas qu'ils le fassent, surtout si c'est pour économiser des sous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez ici que ce n'est pas une entreprise qui a des dividendes stables ici dans le temps. D'accord? Elle a l'habitude d'en avoir, ne pas en avoir, ne pas en avoir. Donc, il n'y a aucune stabilité au niveau des dividendes. Donc, il n'y a aucune garantie ici. Donc, le management se réserve le droit de le couper, dépendamment de la situation. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo aussi, likez, partagez et laissez un commentaire. Si vous n'êtes pas également abonné, abonnez-vous à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous. Au revoir.